Hémicycle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre Merci en direct. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, Jean-Luc Mélenchon a accordé une interview à plusieurs correspondants de la presse étrangère à Paris. Et il appelle notamment dans les colonnes du quotidien italien La Repubblica, je cite, à ne pas commettre l'erreur d'accepter un gouvernement de front républicain. Alexis, quel sens donnez-vous à cette sortie, à cet échange qui a duré quasiment 2h30? Oui, parce que c'est une correspondante importante. La Repubblica, c'est un journal de centre-gauche, c'est un peu l'équivalent du Monde, vous voyez, en Italie. Grande institution, on va dire, du parti démocrate italien, de ce qui pivote autour de la social-démocratie. Anaïs Ginori, c'est pas n'importe qui, d'ailleurs, c'est la correspondante à Paris, elle est spécialiste des relations Falci-Amici, c'était son essai sur les relations franco-italiennes, etc. Donc elle l'a beaucoup cuisiné, et en fait, elle lui a fait dire des choses, je crois, un peu à son corps défendant, qu'il n'aurait pas dites de la même manière dans le paysage hexagonal. Et donc, il se révèle. Voilà, c'est ça que j'ai proposé dans... On sait qu'il a été... Non, puis je n'irai pas jusque-là. Non, là, ça serait caricatural. Mais en revanche, il parle librement. Vous voyez, mais c'est normal quand vous passez 2h30 avec une journaliste, vous dites des choses que vous n'auriez pas dites dans un format plus court, plus restreint, plus contraint. Et donc, jusqu'à un certain point, c'est ça qui est intéressant dans le verbatim de cet entretien de la Repubblica, c'est qu'il tombe le masque. Alors d'abord, on comprend qu'il est en train de devenir, il y a toujours eu cela, historiquement, vous le savez, dans la vie, dans le spectre politique français, un grand artificier des passions tristes ou des passions négatives. Vous voyez, il devient, en quelque sorte, l'émetteur principal des passions négatives, le préposé à l'émission des passions négatives dans notre société. Ne revenons pas sur ce qu'on a dit hier, sur les déclarations de ces différents lieutenants incendiaires contre les athlètes israéliens, mais on ne peut pas le dissocier. Avec le président du voilà. Mais sur la situation politique française, puisqu'il est beaucoup interrogé par Anaïs Ginori là-dessus, on peut dire qu'il joue le pire. Il joue le pire à tous les niveaux. Alors d'abord, il refuse ce qui se dessine. C'est son droit, mais c'est très symptomatique. Il refuse, à un premier niveau politique, si vous voulez, ce qui se dessine comme une probabilité croissante dans les semaines qui viennent. Un front républicain allant de la gauche à la droite en passant par le bloc central d'Emmanuel Macron. Or, il est un peu la cause de cela. Pourquoi? Parce qu'il a proposé des gens qui ne pouvaient pas être acceptés par ses partenaires. Donc, j'allais dire, vous voyez, aujourd'hui, il se plaint que le scénario d'un gouvernement d'union nationale ou d'union sacrée classique, vous voyez, avec un Xavier Bertrand par exemple, soit étudié par le président de la République, faisant appel donc à des LR, à des Ensemble, à des PS. En même temps, ça n'est pas vraiment une surprise qu'il ne puisse pas accepter un tel candidat pour Matignon. Mais il en est un peu l'auteur, puisqu'il a fait de l'obstruction et qu'il a systématiquement sabordé les possibilités de se mettre d'accord sur un nom consensuel pour ses partenaires du nouveau Front Populaire. On pense notamment à Laurence Toubiana qui vient de faire les frais de leur obstruction. Donc, première chose. Donc, c'est déjà une stratégie du choc, en quelque sorte, vous voyez, pour parler comme Naomi Klein, mais appliquée aux intérêts politiques de la France insoumise. Première chose. Deuxième chose, il appelle clairement la cocotte minute à exploser. On va le citer. Allez-y. Alors Jean-Luc Mélenchon, qui insiste sur le fait que la gauche doit impérativement arriver à Matignon. Sinon, la cocotte minute va exploser. Là aussi, c'est la stratégie du moi ou le chaos. Oui, enfin en tout cas ça y ressemble, et en plus il appelle le président de la République à jouer le rôle qu'il n'a pas voulu jouer jusqu'ici, qui était celui du fusible démocratique. Donc il est déjà dans l'optique... Donc de démissionner. Voilà, il est déjà dans l'optique, même si c'est dit avec des mots choisis, mais il est déjà dans l'optique où, au fond, il faudrait renoncer à faire un gouvernement, quel qu'il soit, qu'il n'y aurait pas de majorité d'idées qui se dégagerait pour un nouveau gouvernement, et que donc le président serait tellement bloqué qu'il n'aurait plus comme solution que de quitter l'Élysée avec un pied devant, un pied derrière. Pour le gouvernement d'ailleurs, ce matin, François Ruffin disait « c'est trop tard ». Oui, non mais ça, si vous voulez, c'est possible. Mais néanmoins, ce qui n'est pas trop tard, ça, on le maintient et ça c'est vrai. En tout cas, pour l'été, pendant cette période de JO. Ce qui n'est pas trop tard, c'est un gouvernement, entre guillemets, d'union nationale tel qu'il est étudié actuellement par la majorité, les contacts nombreux avec LR, avec le PS, tout ça est quand même à l'étude. Mais en revanche, voilà, donc lui se met dans cette stratégie. Alors, il peut pas s'empêcher aussi, puisque évidemment, il est interrogé sur ses partenaires. Là, ça y est, il commence à napalmer clairement le principal caillou dans la chaussure qu'il a. Or, nous l'avons analysé déjà depuis quelques semaines. Je suis de ceux qui ont immédiatement perçu, on ne peut pas nous faire ce reproche sur Radio J, l'importance de la candidature de François Hollande, débattue, évidemment contestée par beaucoup, mais c'est l'importance au sein de ce nouveau Front populaire. Qu'est-ce qu'on voit?
jour après jour, c'est qu'il est l'autre homme fort du Front populaire. Vous voyez, quoi qu'on pense du cartel électoral, le problème n'est pas là, mais il représente la voie social-démocrate. Et il vient d'une certaine manière neutraliser le pouvoir de nuisance de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, c'est comme cela, je me place du point de vue de Mélenchon, c'est comme cela que Jean-Luc Mélenchon le ressent. Et donc, il l'insulte en Italie. Quand Hollande est sorti de la naphtaline, ses premiers mots à mon égard ont été « taisez-vous ». Dit-il, lui qui a ruiné la gauche. Personne n'a jamais été traité en France comme moi, pas même Le Pen. Alors c'est vrai que là, il répond à François Hollande. François Hollande, pendant le début des négociations, avait dit si Jean-Luc Mélenchon voulait rendre service au nouveau Front populaire, il faudrait qu'il se mette de côté, qu'il se taise. Bon, mais pourquoi François Hollande a-t-il dit cela? C'est de la simple raison. C'est parce que autour de Jean-Luc Mélenchon, nombreux sont ceux qui, mezza voce, à l'étouffer d'une conversation privée, disent effectivement ce n'est plus gérable. La radicalité de Jean-Luc Mélenchon et de son entourage immédiat, de Sophia Chigroux, de tous ces gens-là, n'est plus gérable. Et quand vous ajoutez en plus des comportements de voyous, comme celui de M. Delegue, là, effectivement, la coupe est pleine. Et donc, effectivement, ses partenaires auraient aimé que la négociation se fasse avec des gens, entre guillemets, normaux. Mais ça n'est pas possible. Et donc, effectivement... C'est-à-dire des gens normaux, c'est-à-dire? Non, mais c'est-à-dire des gens qui soient capables d'accéder, quand je dis normaux, c'est pas au sens, mais qui soient capables d'accéder au compromis démocratique. Vous voyez, nous étions entrés dans un moment, on y revient si vous voulez, qui est celui d'une forme de relative quatriémisation de la Ve République. Que suppose ce moment-là? Une certaine aptitude au compromis. Alors le compromis, ça ne veut pas dire tout lâcher, mais ça veut dire être capable de négocier. Et vous direz que là, la gauche est en train un peu de perdre la main par rapport à Emmanuel Macron? Je dirais pas la gauche, mais je dirais que le pôle de radicalité au sein du NFP est le principal artisan du blocage actuel. Vous voyez, lui appelle la cocotte minute à exploser, mais il en est l'auteur, si vous voulez, en réalité. Donc c'est une fois de plus le pompier, enfin celui qui se présente comme un pompier est en fait le pyromane. Vous voyez, et dès le début, je crois que secrètement, Jean-Luc Mélenchon et son entourage proche, on citait Sophia Chigroux, il y a d'autres personnes bien sûr, mais n'ont jamais eu l'intention de déboucher sur une coalition gouvernementale. Ça n'est pas leur objet. Et avec donc, l'idée que ça pourrait conduire, ce blocage puisse conduire à un moment donné à la démission d'Emmanuel Macron? Alors d'une part, vous avez raison, et puis là, je crois que j'ai laissé j'allais dire, le plat de résistance pour la fin. Vous allez me parler de 2027. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une stratégie de plus long terme. Le premier qui m'y a personnellement sensibilisé, je vous le dis, c'est Éric Zemmour, dans son livre où il raconte la campagne. Et il y a un chapitre passionnant où il dit, il se plonge dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, qu'il connaît d'ailleurs puisqu'il était journaliste politique, il l'a connu. Eh bien, il voit un Jean-Luc Mélenchon qui, au fond, bipolarise complètement l'espace mental, métapolitique français entre les partisans de la dilution de la France, il est le premier d'entre eux, j'allais dire, avec le thème de la créolisation, etc., et les partisans de sa défense. Voyez. Et donc, effectivement, et ça fait longtemps qu'il a ça en vue. Et donc, en réalité, être dans un gouvernement ou voir ses proches comme Manuel Bompard participer à un gouvernement ne l'intéresse pas. C'est pas ça. Et inversement, donc soyons plus précis encore, ce n'est pas non plus jouer la rue qui l'intéresse. Ça, c'est idiot, si vous voulez. Ça, c'est la droite frileuse qui ne comprend rien. Mélenchon, c'est pas jouer la rue en réalité. C'est plus subtil que cela. C'est jouer, dans les termes gramscistes, l'affrontement idéologique. Voyez, pour faire progressivement triompher ses idées. Alors, ce qu'il dit dans cette interview, nous verrons quel projet les Français préfèrent, le mien ou celui de Le Pen. Donc, il imagine déjà un second tour qui l'opposerait à la présidente du Rassemblement, enfin, voilà. À la leader donc, du Rassemblement. En réalité, puisque Anaïs Ginori a bien fait son boulot, elle lui fait dire beaucoup de choses. La lutte finale pour l'Élysée entre moi et Marine Le Pen, voilà comment s'intitule l'entretien. Et puis, par ailleurs, effectivement, si tout le monde bloque tout, la cocotte minute va exploser, prédit-il, ce qui pourrait donner d'un seul coup 10 points supplémentaires à Marine Le Pen. Là, on est obligé de constater le bien fondé de certaines analyses, on va dire macroniennes ou centristes, qui depuis quelques mois insistent sur la complicité objective du leader de la France insoumise avec la patronne du Rassemblement national, ou les deux patrons, si vous voulez, du Rassemblement national. Elle est objective. Que veut-il en réalité ? Au-delà de la stratégie de la rue dont les gens s'obsèdent trop, c'est pas le problème. Il veut une bipolarisation extrême de la vie publique et politique française. C'est-à-dire, il veut qu'il n'y ait rien véritablement de consistant entre lui, la force qu'il représente, qui n'est pas déniable, qui représente à peu près un Français sur 6, un Français sur 5, peu importe. Même si les résultats des européennes et des législatives ont été décevants, voilà, c'est ça. Mais potentiellement, il représente peut-être un Français sur 6, bon voilà. Il veut qu'il n'y ait rien entre cette force-là
et le Rassemblement national et ses alliés, M. Ciotti ou Mme Maréchal. Voilà la réalité. Et donc, à quoi correspond cette stratégie ? Moi, je ne peux pas, avec mes lunettes d'historien des idées, parfois, vous l'êtes aussi, on ne peut pas ne pas lire des résonances avec certaines périodes de l'histoire européenne. Et notamment avec la République de Weimar. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la République de Weimar ? Sur laquelle vous avez écrit, Alexis. Voilà, la première République démocratique allemande. J'y avais consacré un essai il y a 2 ans, vous avez raison. La République assassinée. Eh bien, en fait, la République, nous sommes en République, c'est une République démocratique. La France, elle n'est pas fictive, mais c'est une République. Elle a été littéralement assassinée par les 2 extrêmes. Le Parti communiste allemand, qui était en fait solidaire du nationalisme extrémiste et des hitlériens. Alors, il les combattait officiellement, mais en réalité, il y avait un mano à la mano. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons une situation comparable. Je ne compare évidemment pas, vous l'avez bien compris, Marine Le Pen avec Adolf Hitler, ce serait absurde. Mais en revanche, effectivement, ce sont les 2 extrêmes. Or, que veulent-ils ces gens-là ? Conclure d'un mot, non, mais d'un mot. Ils veulent que le centre humaniste et chrétien, dont Macron est au fond, on peut dire avec le personnalisme, un des héritiers, n'existe plus. Ils veulent que la droite républicaine, gaulliste ou post-gaulliste de M. Copé ou de M. Wauquiez, n'existe plus. Ils veulent que le socialisme de François Hollande... Que la social-démocratie ferme sa gueule définitivement. Voilà ce que veulent ces gens. Et ils veulent l'affrontement entre les 2 extrêmes. C'est très dangereux, c'est un poison très dangereux pour la démocratie française. Et donc, à ce titre, je reprends à mon compte ces analyses. Jean-Luc Mélenchon est un artificier de plus en plus, chaque semaine, de plus en plus dangereux. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour cette chronique à retrouver notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Bon après-midi. Merci. Et à vendredi. À vendredi.